Bonjour Félix. Bonjour tout le monde, puis bonjour à tous ceux et celles qui se joignent à nous. Donc, on va laisser quelques minutes aux gens pour se connecter. Puis après ça, je vais faire l'introduction et on va pouvoir faire la présentation. Donc, Simon, je t'ai déjà attitré comme présentateur. Donc, Parfait. quand tu le souhaiteras, tu pourras partager ton écran. Super, donc allons-y. C'est parfait, ça semble fonctionner. Oui, ça fonctionne, parfait. Donc, tu me feras signe là, quand on sera prêt à débuter. OK, bonjour tout le monde. Donc, je vais agir à titre de modérateur, Félix-Antoine Lapointe. Vous commencez à être habitués, ça fait quelques conférences aujourd'hui. Donc, on est présentement dans l'atelier de groupe d'épreuves, des épreuves d'endurance. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on a une plage de 90 minutes, donc 1h30, où dans la première moitié, Simon va réaliser une présentation en lien avec le parcours de Maïté Bouchard, que vous connaissez probablement, athlète de 800 mètres qui détient le record québécois en salle à 2 minutes 00 et 93, si je ne m'abuse, puis candidate évidemment pour les prochains Jeux olympiques. Donc, Simon va nous parler du parcours de Maïté, qu'il entraîne depuis plusieurs années. Pour ceux qui connaissent moins Simon, il est entraîneur au club d'athlétisme de Sherbrooke. Puis, dans le passé, il a notamment aussi entraîné Caroline Pfister, qui est une athlète il y a une dizaine d'années, qui a fait des équipes nationales jeunesse et juniors et championnats du monde de cross-country, donc épreuve de 3000, 5000 et cross. Puis, après la présentation de Simon, on va pouvoir, d'une part, comme c'était le cas dans les autres conférences, poser des questions que vous pouvez rédiger dans le chat. Puis, à titre de leader du groupe d'épreuves sur la CTP, la Commission technique provinciale, Samuel Marion va pouvoir animer les questions. Puis, on pourra aussi faire un retour un petit peu plus large où on pourra échanger tout le monde ensemble à la fin, sachant qu'on a plus de temps, comme c'est le dernier atelier, pour entre autres discuter de comment le contenu qu'on a reçu de la part de Simon peut vous influencer dans votre pratique quotidienne. Puis si jamais il y en a qui veulent aborder d'autres sujets un petit peu plus larges en lien avec le demi-fond au Québec présentement, on pourra le faire à la fin comme on a un peu plus de temps. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Simon, puis bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Félix. Donc, bonjour tout le monde. C'est certain que j'aurais aimé vous voir en personne, mais COVID oblige, on va prendre les moyens du bord. Donc, si jamais il venait qu'à avoir des problèmes techniques ou vous ne m'entendez pas bien, là, juste l'indiquer dans le chat, puis Félix pourra me faire suivre l'information. Donc, on m'a demandé là, de faire un survol de la carrière de Maïté que j'encadre depuis maintenant 10 ans. Évidemment, il y a plusieurs paramètres, plusieurs thèmes que je souhaitais aborder avec vous. Donc, dans les 60 prochaines minutes, on va faire un survol assez général de la carrière de Maïté, puis un peu ma philosophie là, par rapport à la planification de l'entraînement. Par contre, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas les compétences et les connaissances d'un Daniel Mercier qu'on vient d'écouter. Je n'ai pas non plus la prétention de venir vous apprendre des choses aujourd'hui qui va complètement révolutionner votre façon d'entraîner en demi-fond. Par contre, je trouve que Maïté a un parcours qui est différent, qui est vraiment inspirant. Puis je trouvais intéressant là, de venir échanger avec vous à ce niveau-là. Comme Félix le disait, s'il y a des questions, évidemment, ça va me faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure ou encore à la fin. Donc, voilà. Je vous présente les humbles objectifs de la présentation. D'une part, je l'ai dit, on va regarder la progression de Maïté depuis ses débuts. Je veux qu'on regarde un petit peu l'évolution de ma philosophie d'entraînement qui a grandement changé au fil des années, puis en fonction aussi là, de la réalité de Maïté. Je vais vous exposer les défis qu'on a rencontrés, puis les facteurs de réussite que j'ai identifiés. Là. Ça a été un bel exercice là, de faire un retour réflexif sur les 10 dernières années. Puis j'ai identifié quelques facteurs pour vous. Puis, comme je le disais, évidemment, là, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions au fur et à mesure. Avant de vous parler de Maïté, je veux vous en dire un petit peu à mon sujet. Je connais certains d'entre vous, d'autres un petit peu moins. Félix en a parlé aussi.
Mais ces lignes-là ont une incidence là, sur ma façon d'entraîner aujourd'hui. Donc, j'ai été moi-même un athlète au niveau du 400 mètres haies, donc un sprinter avec une mentalité de sprinter, évidemment. J'ai fait la transition vers le coaching en 2002, d'abord à titre d'entraîneur de sprint avec le Vert et Or, puis en même temps, là, je touchais à peu près à toutes les distances avec le club d'athlétisme de Sherbrooke. Puis ma transition vers le demi-fond, c'est fait avec l'éclosion de Caroline. Là, Félix l'a mentionné. Donc, Caroline a performé très bien en demi-fond. C'était tôt dans ma carrière d'entraîneur. Donc, j'avais l'obligation de me former là, si je voulais continuer à être efficace dans la relation que j'avais avec Caroline. Puis, c'est développé là, un intérêt là, vif pour le demi-fond. Et depuis ce temps-là, là, j'ai pratiquement pas retouché au sprint. J'ai une certification niveau 3. Et un point que je juge important là, de vous partager pour deux raisons, c'est que j'ai toujours concilié ma carrière d'entraîneur avec un travail à temps plein, un travail qui est quand même assez exigeant. Là, je suis directeur général d'un collège privé depuis 10 ans maintenant. Puis la raison pour laquelle je vous le dis, c'est que d'une part, je veux que vous réalisiez que c'est possible de le faire, c'est possible de concilier les deux, d'avoir des athlètes qui performent à un haut niveau tout en ayant un travail à temps plein. Mais également, ça amène un lot de concessions que moi, je dois faire en tant qu'entraîneur, puis un lot de concessions que Maïté doit faire aussi en tant qu'athlète quand on sait que son entraîneur n'est pas attitré à ce travail-là à temps plein. Donc, voilà pour la présentation. Donc, regardons maintenant ce qui nous intéresse le plus, c'est la progression de Maïté. Donc, Maïté s'est jointe à mon groupe en 2011. Elle avait 16 ans à ce moment-là. Maïté est arrivée un peu par dépit ou par pitié dans mon groupe. Puis, je vous explique. J'avais un petit groupe d'environ 6 ou 7 athlètes à cette époque-là, des athlètes beaucoup plus âgés, des athlètes qui performaient relativement bien, entre autres Caroline, dont on a parlé tout à l'heure, puis Valérie Bélanger. Donc, les deux qui avaient fait des équipes nationales étaient traités chez Physio Atlas gratuitement. Et la clinique de Physio Atlas, le propriétaire, c'est Éric Bouchard, qui est le père de Maïté. Donc, Éric m'avait appelé et m'avait demandé si j'acceptais que sa fille vienne faire l'essai de l'athlétisme dans mon groupe. Habituellement, les athlètes de cet âge-là, sans expérience, se retrouvaient dans le groupe développement du club, mais un peu, j'étais très mal à l'aise de lui dire non, évidemment. Donc, Maïté est arrivée complètement là, par hasard dans mon groupe. Puis je peux vous dire que la première séance, j'ai été à peu près convaincu que ce serait la dernière parce que ça a été une séance qui a été un peu laborieuse là, pour elle. Donc, Maïté avait un background sportif qui était très varié, mais vraiment pas compétitif. Elle avait touché une multitude de sports, le vélo de montagne, ski de fond, basketball, volleyball, natation, mais rien n'avait vraiment collé pour elle. Elle a eu une croissance tardive, mais hyper rapide. Donc, elle est passée de très petite à quand même assez grande. Donc, au niveau de sa coordination, au départ, c'était un petit peu laborieux. Par contre, elle était déjà très mature pour son âge, vraiment une jeune fille curieuse, pose énormément de questions, là, à savoir pourquoi on fait telle ou telle chose, très disciplinée, respectait à la lettre là, les consignes qui lui étaient données. Donc, on avait déjà des atouts sur lesquels travailler. Mais le point là, sur lequel je veux insister, là, c'est qu'il n'y avait absolument rien, mais vraiment rien, qui laissait présager que Maïté là, pouvait avoir là, une carrière comme elle connaît présentement. Donc, je vous invite à être patient là, dans le jugement d'un athlète. Souvent, je ne sais pas, vous êtes sûrement comme moi, là, je vais voir ma fille jouer au soccer ou mon garçon qui joue au hockey, puis je vais avoir tendance à regarder les autres jeunes enfants performer, puis dire « Oh, ça serait naturel. Oh, elle serait intéressante à coacher. » Clairement, Maïté n'aurait pas été une de ces personnes que j'aurais identifiées là, à ce moment-là. Je vous ai préparé un tableau là, de la progression de ses performances. On va passer quelques instants dessus, mais c'est certain, là, quand on parle d'une progression importante dans le cas de Maïté, si on regarde la première ligne en 2012, a débuté là, sa première saison, réalise 2,31,46 en salle, 2,20,44 à l'extérieur, termine 5e aux Jeux du Québec. Donc, c'est acceptable pour une juvénile, mais rien là, n'a se cogné à la tête ces murs, mais quand même bien. Puis si on saute directement en 2020, cette année, donc Maïté réalise 2 flats 93 en salle, en seulement 2 courses à l'extérieur, fait 2,01,92. Donc, on peut penser que c'est un bond extraordinaire. Mais si on prend le temps de regarder le tableau, là, ligne par ligne, on voit que ça a été une longue progression constante.
avec certains enjeux par moment, mais quand même, là, c'est la constance qui a amené là, à cet écart-là entre la première année et la dernière année. Puis je vous dirais que sa carrière a été divisée un peu en 2 temps. Je l'ai scindé avec la bande verte qu'on voit là. Donc, dans un premier lieu, Maïté progressait bien, ses temps étaient intéressants. Par contre, quand on regarde là, la dernière colonne au niveau des compétitions majeures là, de chacune de ces saisons-là, Maïté n'arrivait vraiment pas à performer à la hauteur du potentiel du moment. Donc, on parle de 2,13 sa première année junior, fait 2,20 au championnat canadien junior, 2,9 l'année suivante, 2,17 au championnat. D'ailleurs, à 2,9, elle aurait pu être sur le podium. Le Jade Bouchard-Nguyen, que vous connaissez, avait été sur le podium avec un 2,09 là, cette année-là. Même chose première année senior. Donc, la problématique, la gestion du stress très présente. Donc, en bon québécois, Maïté choquait là, dans les compétitions importantes. Puis en 2016, il y a eu un déclic important. D'une part, Maïté a pris conscience, je dirais, de son potentiel. Son 2,0350 a été une étape importante. On va le voir aussi, il y a eu un accompagnement en psychologie sportive à ce moment-là qui est venu s'intégrer dans son entraînement. Et on voit là, la deuxième partie de sa carrière. Donc, il continue d'avoir une belle progression au niveau de ses performances. Par contre, là, Maïté s'est mis à bien performer dans les compétitions d'envergure importantes où les enjeux étaient importants. Donc, ça a vraiment fait un changement là, majeur. On va regarder encore une fois, là, on parle de la même progression, par contre, sous forme de courbe. La courbe en bleu, la progression à l'intérieur, la courbe en orange, la progression à l'extérieur. Donc, c'est pratiquement là, linéaire là, comme progression. Par contre, on voit que ça s'aplatit dans les dernières années, ce qui est tout à fait normal. Puis, ce qui est intéressant de voir, là, c'est la corrélation entre la progression à l'intérieur puis la progression à l'extérieur, à l'exception là, de cette belle bulle-là ici. Puis, je vais vous en parler un petit peu. Maïté était à sa première année de cégep. Donc, longue période de vacances aux fêtes. Elle vient me voir et elle m'explique qu'elle veut aller en vacances en Europe avec sa cousine, faire un voyage d'1 mois. Puis là, les belles promesses de jeunesse. Je te promets que je vais m'entraîner. Je te garantis que ça ne changera rien. Puis je vais revenir aussi en forme et tout ça. Donc, évidemment, j'ai acquiescé à sa demande. Non pas que je croyais ce qu'elle me disait. Mais plutôt qu'à ce moment-là dans sa carrière, puis surtout là, pour une saison en salle, là, ça ne me dérangeait pas là, de sacrifier une partie de la saison. Par contre, ça a été un super bel apprentissage pour elle. Évidemment, Maïté a fait ce que toute jeune fille de 18-19 ans aurait fait, est allée là-bas, ne s'est pas entraînée. Puis à son retour, je me rappelle de cette séance-là comme si c'était hier, là, une séance qui était tout à fait le respectable compte tenu du contexte. Donc, on n'avait pas exagéré du tout. Mais après 2 répétitions, là, Maïté était assise sur le matelas de perche en gros sanglots à me dire « Oh, je ne ferai plus jamais ça, puis j'aurais dû t'écouter. » Puis, donc, il y a eu un bel apprentissage. Des moments où on peut se permettre de relâcher, des moments où on se doit d'être sérieuse. Puis, c'est une petite anecdote sur laquelle on revient souvent, là. Quand elle va me parler que, bon, en fin de semaine, mes amis ont loué un chalet à telle place, penses-tu que ça sera une bonne idée d'y aller ou pas? Donc, ce référent-là revient toujours. Puis l'autre écart là, qu'on a, c'est ici à la toute fin. Donc, Maïté, je le disais, 2 flats 93 cet hiver en salle. Évidemment, a eu une saison d'été vraiment écourtée. 2 courses seulement dans l'espace de 4 jours, là, compétitionné le samedi puis le mercredi suivant. A quand même réussi à faire un excellent chrono de 2,01,92. Par contre, si on se fie à la tendance là, des années précédentes, ben, on croyait bien là, qu'avec une saison normale, Maïté aurait pu franchir le cap du 2 flats cet été, mais ce n'est que reporté d'une année. Donc, au niveau de la progression là, sur les 10 années de carrière de Maïté, là, sur 800 mètres, c'est ce à quoi ça ressemble. Au niveau de son profil d'athlète, donc, au départ, Maïté s'est présentée avec une vitesse maximale qui était acceptable, donc rien d'extraordinaire, mais quand même raisonnable là, compte tenu là, du contexte dans lequel elle arrivait. Sa capacité aérobique était moyenne, puis là, je suis un peu poli, là, moyenne faible, ce qui fait en sorte qu'au niveau de sa volonté, donc pour les entraînements de plus longs, ben, ce n'était pas présent, la motivation n'était pas là.
sa résistance, son endurance de vitesse était supérieure à la moyenne. Puis ça, je vous dirais que dès le départ, là, ça a été quelque chose qui a été très, très impressionnant. Je le disais, au niveau de la gestion du stress, c'était extrêmement difficile. Dans la première partie de sa carrière, c'était pas rare là, que Maïté là, puisse vomir là, 2, 3 ou 4 fois avant même d'avoir pris part à son épreuve. Donc, c'est certain que ça avait un impact là, sur son niveau d'énergie pendant la course. Je le disais et j'y reviens, une athlète très disciplinée dès le départ. Puis Maïté compétitionnait là, sur des distances de 200 à 1500 mètres. On était en phase de découverte. On essayait de voir un petit peu qu'est-ce qui allait coller avec elle. Puis elle faisait aussi les crosses avec des résultats plutôt mitigés, vous vous en doutez. À ce moment-là, avec les informations que j'avais en main, ce que j'imaginais pour Maïté à moyen et long terme, donc je m'attendais à ce qu'il y ait un plafonnement au niveau de sa vitesse sur 400 mètres. J'anticipais peut-être un 58 haut, 59 flat là, de vitesse sur 400 mètres, ce qui faisait en sorte que ce ne serait pas assez là, pour performer à un bon niveau sur 800 mètres. Donc, on allait basculer progressivement vers le 1500 mètres après avoir atteint ce fameux plateau-là. On en avait discuté, on était d'accord, mais signe que je ne suis absolument pas devin. Ce n'est pas du tout là, ce qui s'est passé par la suite. Donc, on s'est adapté au fil du temps. Si on regarde aujourd'hui, un peu comme le tableau là, de la progression des performances, si on regarde la première ligne, la dernière ligne, c'est marquant. Si on regarde la première photo qui est une de ses premières courses, du moins sa première saison, puis la dernière, 10 ans plus tard, il y a un changement vraiment marqué au niveau là, de son physique. Par contre, là, ça a été un travail de longue haleine de 10 ans, là, je vous rappelle. Donc, si on regarde aujourd'hui, excellente vitesse maximale. Je ne vous dis pas que Maïté pourrait performer sur 100 mètres, là, mais pourrait très bien se débrouiller sur un 200 si on mettait l'emphase là-dessus. Sa résistance est quand même exceptionnelle. J'ai eu la chance de côtoyer de bons athlètes là, au moment où moi, j'étais moi-même athlète. Alexandre Marchand, entre autres, mais je vous dirais que ça n'a rien à voir là, en termes là, d'endurance-vitesse. C'est exceptionnel. Évidemment, gros cheminement au niveau là, de la compréhension de l'importance de l'aérobie dans la performance. Donc, non seulement là, elle l'accepte, mais c'est rendu là, qu'elle se challenge dans ce type d'entraînement-là, puis elle y prend même un certain plaisir. Donc, ça a eu un impact, évidemment, très important là, sur sa progression. Au niveau du calendrier de compétition, ben, on a un enjeu qu'on va regarder un petit peu plus tard ensemble, là. Mais on n'a pas le luxe de se permettre beaucoup de compétitions off-distance parce que de par son cheminement scolaire, on a des calendriers qui sont plutôt restreints. Donc, compétitionne presque exclusivement maintenant sur le 800 mètres. À l'occasion, quand on peut, on va intégrer quelques 400, mais on se consacre là, presque exclusivement au 800 mètres. Puis, depuis 2016, l'idée du 1500 a été complètement évacuée du portrait, principalement parce que Maïté a encore des gains potentiels au niveau de sa vitesse pure. Donc, on travaille toujours là-dessus, puis il y a des gains qui se font. Puis aussi, son niveau de performance, le niveau de performance qu'elle a atteint sur 800 mètres, mais justifie qu'on s'y consacre. Donc, cogne aux portes là, de l'international. Donc, on se concentre là-dessus. Puis je vous dirais même que suite à la saison de 2019, on a eu un questionnement par rapport à un basculement sur le 400 mètres, donc faire un pas de recul. Puis, je vous présente une vidéo qui va vous permettre peut-être d'avoir une meilleure perception là, de la raison pour laquelle on a eu ce questionnement-là. Puis, à la fin, là, je vous dirai qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on est au championnat du monde universitaire, c'est le 4x400 mètres, c'est en 2019. Je ne sais pas si vous allez avoir le son, là, mais si c'est le cas, écoutez bien les commentaires de l'excellent commentateur, puis on se revient après.
Donc, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être essayé de prendre le split là, de son relais. C'est un 51-90. Donc, évidemment, on est lancé. Ce qui a fait en sorte que je ne peux pas vous dire que c'était une surprise pour moi. Évidemment, je la vois à l'entraînement régulièrement, donc je me doutais bien qu'elle pouvait bien se débrouiller sur un 400 mètres, mais j'ai été quand même un petit peu, là, disons, encouragé ou déstabilisé là, par rapport à sa performance. On va le voir plus loin. On parle des Jeux olympiques de Tokyo. On sait qu'il y a énormément de profondeur sur le 800 mètres au Canada. Il y a 3 places disponibles pour faire partie de l'équipe olympique, alors que si on bascule sur 400 mètres, on s'ouvre le double des portes. On sait que s'il envoie un relais, il y a 6 athlètes potentiels qui peuvent s'y rendre. Donc, j'ai exposé la situation à Maïté. J'ai été très, très content de sa réponse qui a été un refus. Puis plus loin, là, je pourrais vous expliquer là, qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans ce refus-là. Mais cette course-là là, vous permet d'avoir vraiment une idée là, du profil d'athlète qu'est Maïté. Donc, une excellente vitesse de base, une excellente résistance aussi, malgré le fait que le commentateur semblait douter d'elle. Donc, c'est un petit peu là, le type d'athlète qu'elle est. Avant de regarder la planification plus en détail, je veux que vous présenter quelques entraîneurs qui m'ont influencé au niveau de ma carrière, qui ont influencé ma façon de voir les choses. Puis, c'est peut-être d'intérêt pour vous au sens où si parfois là, vous cherchez des lectures ou des formations à suivre, là, moi, c'est des gens qui m'ont grandement marqué. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, c'est mon propre coach, Richard Crevier, là, que j'ai côtoyé pendant une dizaine d'années. Donc, c'est certain qu'il a une influence, qu'il va toujours avoir une influence sur ma façon de coacher. Également, Clyde Hart, célèbre coach de l'Université Baylor, spécialiste du 400 mètres, entraîné entre autres Jeremy Warner, Michael Johnson. Puis, particularité qui est intéressante pour lui, c'est que même si Johnson est un coureur de 200-400, là, il lui faisait faire des entraînements de cross à l'automne. Donc, c'est quelqu'un, évidemment, qui m'a inspiré. Jovi Hill, que vous connaissez sans doute, donc entraîneur qui avec des athlètes au niveau international de 800 à marathon. On le voit avec Brenda Martinez, il a entraîné entre autres Dina Castor. Puis il vient de sortir un livre là, que j'ai reçu cette semaine, Chasing Excellence, qui me donne l'impression d'être un excellent volume, du moins jusqu'où j'en suis rendu. Mais ce que j'apprécie beaucoup de cet entraîneur-là, au-delà de ses connaissances, c'est vraiment l'importance qu'il accordait à la réussite académique de ses étudiants athlètes à Adams State. Donc, c'est venu toucher une corde sensible chez moi. Donc, une belle inspiration. Margot Jennings, que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Donc, j'ai eu la chance de la voir à 2 reprises en conférence. Margot Jennings, qui a été l'entraîneur de Maria Mutola, qui a absolument dominé le 800 mètres là, pendant presque 20 ans. Aussi l'entraîneur de Kelly Holmes, là, qui a fait doubler 800-1500 aux Jeux d'Athènes. Donc, philosophie à laquelle j'adhère, volume relativement faible, beaucoup de travail en vitesse, beaucoup de travail en endurance vitesse. Renato Canova, qui n'a pas vraiment besoin de présentation, donc célèbre entraîneur italien. Puis on va regarder là, au niveau de ma périodisation, là, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. Steve Magness, qui est probablement ma plus grande inspiration et que j'ai découvert complètement par hasard. Là. Martin et Jean-Marc étaient à la même conférence. Là, on avait assisté à une conférence d'Alberto Salazar. Puis Steve Magness était l'espèce de conseiller scientifique, si on veut, d'Oregon Project à ce moment-là. Donc, à chaque fois qu'il y avait une question un petit peu plus pointue, Salazar demandait à Magness de venir sur la scène et venir vulgariser là, un petit peu là, comment Oregon Project fonctionnait. D'ailleurs, Magness a été le premier là, à lever un petit drapeau rouge pour dire qu'il se passait des choses pas normales là, dans ce groupe d'entraînement-là. Donc, un gars extrêmement brillant. Depuis ce temps-là, là, je le suis avec assiduité. J'ai eu l'énorme privilège là, de vivre un séminaire avec lui, donc un encadrement d'une 40aine d'heures qui s'est fait évidemment de façon virtuelle, mais qui a été très, très enrichissant. Puis, je ne sais pas si on voit bien, là, je présente un livre qui a écrit The Science of Running, que je lis de couverture en couverture là, à chaque année et demie, chaque 2 ans. Qui est vraiment une bible pour moi super intéressante, bien vulgarisée, là, très accessible. Puis, dernièrement, là, j'ai découvert Garrett Sanford, qui est un conseiller à Athlétisme Canada, qui a rédigé là, sa thèse de doctorat sur le Anaerobic Speed Reserve, donc l'importance de la vitesse pure, de l'endurance vitesse là, dans les performances sur les athlètes de demi-fond. Donc, quelqu'un à découvrir aussi. Donc, du monde très varié, du monde qui m'ont inspiré, qui m'ont influencé, qui font en sorte que ma philosophie d'entraînement est rendue ce qu'elle est.
Donc, Félix, j'imagine, si tu ne m'as pas interrompu, il n'y a pas de questions, ça va bien? Oui, tout va bien jusqu'à maintenant. Super. Donc, on continue. Au niveau de ma philosophie d'entraînement, donc je le disais, c'est sans aucune prétention, c'est ce que je crois qui est le mieux en fonction des circonstances des athlètes avec lesquels j'ai eu à coopérer. Donc, au niveau de mes grands principes, bon, comme un peu tout le monde, j'ai parti d'un peu n'importe quoi. J'allais chercher l'information où je pouvais, je plaquais ça littéralement là, à mon groupe d'athlètes. Peu d'individualisation, c'était bon pour tout le monde. Puis, donc, ça a été mon point de départ. Par la suite, au fil de mes lectures, au fil de mes formations, je suis arrivé à une approche plutôt scientifique. Donc, j'essayais de mesurer beaucoup de choses. Puis là, finalement, je me rends compte que je suis beaucoup moins compétent, beaucoup moins maniaque que M. Mercier peut l'être, mais j'avais une approche qui était plus scientifique, plus mesurée, plus calculée. Puis c'est ce qui me donnait confiance en mes planifications parce que je pouvais me rabattre là, sur des choses mesurables, quantifiables. Pour arriver dans les dernières années là, à une espèce d'équilibre entre mes perceptions, mes intuitions, les échanges que j'ai avec mes athlètes, puis mes connaissances, puis la science de l'entraînement. Donc, c'est un petit peu là, la progression que j'ai eue au fil des années. Ce qui fait en sorte que je vais maintenant avec un volume qui est faible, mais qui est assez constant sur toute l'année. Puis là, je parle de Maïté, là. Donc, pour Maïté, on va parler de 75-80 km dans notre phase d'automne pour tourner autour de 55-60 km par semaine dans la phase de compétition. Évidemment, c'est possible que ça vous semble peu. Si on regarde là, la littérature, on est vraiment dans le bas de la bracket de ce qui est recommandé là, pour des athlètes de demi-fond avec un profil là, de fibre rapide. Mais c'est ce qui fonctionne bien pour Maïté. Puis, il faut garder en tête aussi que c'est un build-up de 10 ans. Là. Donc, il y a eu des époques où c'était vraiment moindre que ça. Au niveau de la périodisation, j'ai fait référence à Renato Canova tout à l'heure dans mes influences. Donc, on voit ici là, la périodisation linéaire là, qui a été popularisée par Ledyard, entre autres. Là. Donc, beaucoup de volume. On fait une grosse base de volume à l'automne. On diminue le volume au fur et à mesure que la saison avance pour augmenter l'intensité. Mais je fonctionne différemment. Donc, le volume reste relativement constant toute la saison. Puis, on va travailler les extrêmes tôt dans la saison. Donc, on va partir avec de la vitesse très élevée, très courte. Des entraînements là, en endurance générale qui vont être beaucoup plus lents que le rythme de course. Puis, au fur et à mesure qu'on progresse, on s'en va vers du spécifique. Donc, c'est le principe que j'utilise depuis peut-être 4 ans maintenant. Puis, c'est l'idée de développer. On sait que c'est beaucoup plus facile de maintenir les capacités que de la développer. Donc, on ne veut jamais rien laisser en arrière. Donc, on va développer la vitesse. On ne veut pas complètement oublier là, ce système énergétique-là puis travailler seulement l'endurance pour avoir à reconstruire le tout. C'est vrai pendant une saison. C'est vrai d'année en année aussi. Donc, c'est les grands principes là, qui guident mes décisions. Au niveau de la planification annuelle, fixation d'objectifs, M. Mercier en a fait référence tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, là, c'est qu'on va avoir une rencontre annuelle qui va être une rencontre de bilan de la saison précédente, une rencontre de projection pour les années à venir. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord analyser les besoins de l'épreuve. Puis, ça peut peut-être vous sembler un peu comique parce que Maïté fait du 800 mètres depuis toujours, mais je peux vous dire que les besoins de l'épreuve ont vraiment changé. Au fil du temps, au début de sa carrière, Maïté performait bien, compétition au niveau provincial, niveau national universitaire. Donc, avait la chance de gagner beaucoup de courses, avait peu d'adversité. Donc, on travaillait beaucoup sur un rythme constant, pace de course. Il y avait peu de changements de rythme. C'est elle là, qui dictait le rythme bien souvent. Mais quand on est arrivé au niveau international, d'une part, Félix a posé la question tout à l'heure à Daniel. Donc, on a à travailler avec les rondes. Donc, premier constat de dire OK, la façon de courir en qualification n'est pas la même qu'en demi-finale, puis clairement pas la même qu'en finale. Donc, il y a eu une adaptation à ce niveau-là. Il y a aussi l'adaptation au niveau du peloton de course. Donc, plutôt que d'être en avant, de garder une belle longue foulée constante, jamais boxer, jamais couper la foulée. Quand tu arrives dans un peloton où les 8 filles sont dans la même seconde, les choses changent. Donc, on a à s'adapter, on a à réagir
au mouvement du peloton. Des fois, on a à accélérer pour se sortir d'une position délicate au-delà de ce qu'on souhaiterait, mais il ne faut pas paniquer. Donc, on a eu à changer au fil du temps les besoins de l'épreuve. Donc, ça a eu un impact directement sur ce qui était prévu à l'entraînement pendant l'année qui nous a emmenés là. Donc, à chaque fois, on va évaluer la progression de Maïté pour chacune de ces composantes-là. On échange ensemble, puis on va se fixer les objectifs. Par rapport à sa réalité scolaire, on va le regarder plus en détail tantôt, puis le calendrier de compétition. Il y a des saisons de compétition où on va chercher à faire des temps, donc des performances. Puis en 2019, son été a été presque exclusivement consacré à faire des championnats, entre autres, là, les championnats du monde universitaire, les Panames, puis l'objectif était aussi de se rendre là, aux championnats du monde. Donc là, c'était pas vraiment une question de temps. Oui, on voulait faire les standards, mais c'est une question de performance en championnat qui emmène des enjeux qui sont différents. Donc, une fois qu'on a identifié tout ça, je produis un tableau qui doit ressembler à ce que vous faites. Donc, la planification annuelle, on retrouve là, ici les compétitions qu'on cible ou les fins de semaine où on aimerait qu'elles compétitionnent, les camps d'entraînement, les différentes phases là, avec les emphases sur lesquelles on va travailler. Donc, sans rentrer dans les détails, tout ça, si quelqu'un est intéressé à le voir plus en détail, là, ça me fera plaisir de le partager. Ce n'est pas parce que c'est secret, mais je jugeais que c'était peut-être moins intéressant pour vous parce que c'est propre à chaque athlète. Mais les grandes lignes, donc habituellement 2 pics par année, un l'hiver, un l'été. C'était très vrai au moment où m'a été compétitionnaire universitaire. Ça l'est encore autant. Dépendamment de la longueur de la saison, 8 à 10 phases, donc les phases qu'on connaît habituellement, transition, repos, préparatoire, pré-compétition. Les cycles vont être entre 4 à 6 semaines, là, dépendamment de quel système on veut travailler, quelle capacité on veut travailler. Puis les microcycles qui durent généralement 7 jours, donc une semaine. La réalité scolaire nous emmène à essayer d'avoir un calendrier qui est quand même régulier. Parfois, on va étirer là, sur 9 jours, mais c'est habituellement sur 7. Donc, on va avoir 3 intensités, habituellement 2 sur piste, 1 sur route, 2 musculations, une longue sortie. Puis, à travers ça, on va saupoudrer là, 3 à 5 jogs ou transferts aux journées de récupération. Donc, voilà pour la planification annuelle. Je vous présente ici deux semaines type qui n'ont pas été des semaines inventées ou fictives. C'est vraiment des semaines que j'ai prises dans notre calendrier d'entraînement. Celle-là, on l'a vécu au mois de septembre. Puis je veux regarder là, certains aspects là, qui peuvent peut-être différer de ce que vous faites. Donc, d'une part, au niveau des longues sorties, c'est un peu en lien avec le volume total là, que je vous parlais tantôt, m'a été composé de fibres rapides, réagit vraiment mieux à des séances qui sont plus courtes. Puis, on s'est rendu compte que au-delà de 75 minutes, ça devenait un enjeu là, au niveau de sa récupération pour le reste de la semaine. Donc, ça avait un impact négatif. Puis aussi, il faut garder en tête que Maïté performe par rapport à sa capacité anaérobique. Donc, c'est une coureuse de 800 mètres, c'est un profil de 400-800, composé de fibres rapides. Donc, si on travaille trop l'aérobie, on va venir nuire à sa force principale, à son besoin principal par rapport à son épreuve. Donc, au fil du temps, on a eu à doser par rapport aux longues sorties. C'est vrai pour la durée, que je fonctionne toujours en minutes d'ailleurs, mais c'est aussi vrai pour la vitesse. Donc, si Maïté le fait trop vite, elle va aller utiliser trop de fibres rapides, puis là, ça devient contre-productif. Donc, on a à vérifier ça. Cette période-là de l'année, on va y aller avec seulement une séance de musculation plutôt que 2. J'utilise beaucoup les côtes, là, comme on le voit ici, donc ça peut compter là, comme une séance là, qui vient remplacer la deuxième musculation. Je vais varier beaucoup là, les rythmes d'effort. Tout ce qui est progressif là, apporte de très bons résultats pour Maïté, autant d'un point de vue psychologique. Là, elle aime finir les séances un petit peu plus vite. Donc, on va essayer là, autant que possible d'y aller avec ce principe-là. Puis à titre de référence, là, le premier 5 minutes pouvait ressembler à un pace de tempo là, pour finir peut-être autour de 1,15, 1,16 là, sur un 400 mètres là, en termes d'effort. Ça peut ressembler à ça. Je vais scinder les jogs, encore une fois, pour les mêmes raisons que je vous ai énoncées tout à l'heure. Ça facilite sa récupération. Donc, si on veut maintenir un volume qui est raisonnable, qui est acceptable, puis on ne veut pas empiéter trop là, sur le temps de récupération nécessaire, c'est plus facile comme ça. Au niveau des entraînements,
sur piste, même à cette période-là, je vais tenter à l'occasion de morceler les répétitions. Donc, on voit ici là, 4 fois, 5 fois 200 avec une très, très courte récupération de 30 secondes à un pace de 37. Donc, on parle de 3,05 au kilo là, si on additionne tout ça. Donc, encore une fois, de par son profil d'athlète, Maïté va digérer puis va avoir des retombées beaucoup plus intéressantes avec un entraînement comme ça que, par exemple, lui faire 4 fois 1 kg en 3,15, 3,20. L'impact serait plus négatif, du moins. À l'occasion, on va le faire pour des raisons plus mentales que physiologiques. Donc, je veux quand même qu'elle fasse face à l'adversité de ce type de séance-là. Mais on va morceler là, plus souvent qu'autrement. Au niveau de repos, donc ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, Maïté se connaît bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien souvent le laisser à sa discrétion. Puis, à l'occasion, là, ça ne sera pas un choix, ça va être imposé dépendamment là, de son niveau de fatigue, mais je lui fais confiance à ce niveau-là. Probablement, le type d'entraînement où Maïté a le plus progressé dans les dernières années, c'est des entraînements là, que certains vont appeler des entraînements de seuil. Donc, on va travailler beaucoup là, tempo run, steady state. Ça se fait sur route le samedi matin. Donc, cumulatif, là, un effort entre 15 à 25 minutes. Puis, son rythme pour chacun là, de ces efforts-là, là, on peut parler autour de 3,30, 3,35 pour ce qu'on appelle nous tempo là, dans notre jargon, à 4,05, 4,10 pour ce qui est steady, alors que si on recule là, de peut-être 5 ans, 6 ans, Maïté était plutôt autour de 4,05 pour le tempo, puis 4,35, 4,40 là, pour le steady. Donc, une très belle progression qui, évidemment, a des répercussions vraiment positives là, sur ses performances. Si on regarde en phase de compétition, bien évidemment, on va changer l'emphase, travailler beaucoup plus la vitesse. Je vous mets en contexte, là, 26 janvier au 1er février, c'était 2 semaines avant que Maïté réalise le 2,01,33 à Boston, puis 3 semaines avant son 2 flat 93. Donc, on va travailler la vitesse. Puis, on travaille beaucoup de changements de rythme. Je le disais tout à l'heure, là, on s'est rendu compte qu'au niveau international, si Maïté n'arrivait pas à rester calme dans ces changements de rythme-là, ben, ça devenait un enjeu là, important pour elle. Donc, on le travaille d'une multitude de façons. Là. Ça peut être des splits négatifs, donc des 300. J'aurais pu faire là, des 300, dire le premier 150 en 25, puis le deuxième 150 en 20. Donc, quelque chose de déjà planifié d'avance. Mais pour essayer d'être le plus réaliste possible par rapport à ce qui se passe en compétition, cet entraînement-là, là, en particulier, j'avais emmené un sifflet, puis ce que je faisais, c'est que Maïté devait partir sur des bases de 32 au 200, donc 48 sur 300. Elle partait sur ces bases-là. Dès que je sifflais une fois, elle se devait d'accélérer, tomber sur son pace de course, à peu près 29,50. Lorsque je sifflais 2 fois, elle devait tranquillement réembarquer sur un rythme de 32. Puis ça pouvait durer 3 secondes, comme ça pouvait durer 33 secondes au début à la fin. Donc, on essayait de rendre ça de la façon la plus aléatoire possible pour l'obliger à bien répondre à ces changements de rythme-là, à ne pas paniquer, contrôler sa respiration, essayer de contrôler là, sa foulée aussi à travers tout ça, puis de faire des changements le plus en douceur qui coûtent le moins possible au niveau là, mécanique de course. On a ici une séance là, qui est probablement une des plus longues séances qu'on va faire là, en phase de compétition. Donc, c'est peut-être bien peu comparé à ce que vous faites de votre côté. Mais pour Maïté, là, c'est pas mal le maximum de ce qu'on va atteindre. Donc, on avait un 800, 600, 400, 200, 6 minutes de récupération. Puis, je vous ai placé les temps qu'elle a réalisés dans cette séance-là. Donc, c'est le genre de training qui fait vraiment peur à Maïté, sans surprise, mais pour lequel elle se débrouille extrêmement bien. Puis, comme je le disais, le fait de finir plus rapidement sur une courte distance au niveau de sa confiance en ses capacités, là, c'est vraiment ce qui est idéal pour elle. Musculation, on a un préparateur physique, 2 séances semaine en phase pré-compétition, phase de compétition, une qui est plus lourde, l'autre qui va être plus dynamique, plus explosive. Puis, on va aussi travailler avec la pliométrie puis les lancers de ballon. Donc, Maïté répond extrêmement bien là, avec la pliométrie, améliore beaucoup son efficacité de course, sa mécanique de course. Donc, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup, mais on en fait quand même assez régulièrement.
Donc, voilà par rapport un petit peu à la philosophie de l'entraînement par rapport aux séances qu'on peut faire. Je ne sais pas, Félix, si ça va pour les questions toujours. Oui, ça va toujours. Super. Donc, vous l'avez vu, Maïté performe extrêmement bien sur la piste, mais fait exactement la même chose sur les bancs d'école. Donc, depuis le départ, là, ça a toujours été un rêve pour Maïté d'étudier en médecine. Puis, ce souhait-là s'est réalisé en 2015. Donc, Maïté a fait son application pour la médecine à Sherbrooke, a été acceptée. Évidemment, c'était une réponse un peu aigre-douce pour les deux. Là. On en avait discuté avant. Je l'ai toujours encouragé à suivre cet intérêt-là. Évidemment, en tant que directeur d'école, j'aurais été mal placé pour dire de mettre l'emphase plus sur le sport que sur les études. Mais quand la réponse est arrivée, autant elle que moi, là, on a eu un petit pas de recul à dire, bon, ben, on connaît les enjeux. Dans le groupe d'entraînement, à ce moment-là, j'avais 5 athlètes qui étudiaient en médecine. On voyait l'implication que ça demandait. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est, regarde, essayons une année. On va voir les adaptations qu'on a amenées à ton entraînement. On va voir l'impact que ça va avoir sur ta performance. Puis après, on se fixera des objectifs en fonction de ça, des objectifs qui seront peut-être plus réalistes là, que ce qu'on avait envisagé. Mais évidemment, la meilleure façon, c'est de le vivre. Donc, on a eu des enjeux qu'on a rencontrés au fil du temps. D'une part, la charge de travail, on la savait beaucoup plus grande. Donc, ça s'est effectivement confirmé. Ce qu'on a réalisé peut-être avec un peu plus d'importance, c'est qu'il y a une partie d'études qui se passe en classe, donc ça se gère relativement bien au-delà de la charge de travail. Par contre, lorsque Maïté est tombée dans la deuxième phase de son programme de médecine, qui est l'externat, donc c'est des stages, et ces stages-là, c'est fait sous forme de loterie, donc c'est pigé au sort. Donc, tu vas te retrouver dans une spécialité ou un domaine pendant une période donnée, dans un environnement donné. Donc, on peut piger, par exemple, chirurgie à Chicoutimi. Fait que ça veut dire que le mois suivant, ben, ton étudiante et ton athlète s'en va pour un mois. Donc, on a eu à gérer ça. Puis, cette phase-là aussi vient avec une heure d'arrivée à l'hôpital qui est facilement planifiable. On sait à quelle heure elle rentre, là, vers 7h, 7h30 le matin, mais on ne sait jamais à quelle heure qu'elle va terminer le soir. Des fois, ça peut être 3h30, puis le lendemain, ça peut être 8h, 8h30 le soir. Donc, on a à s'adapter. On a eu à s'adapter par rapport au lieu d'entraînement. Je le mentionnais, ces stages-là se passent un peu partout à la grandeur de la province. Puis au niveau du calendrier de compétition, ben, il y a des ententes qu'on a prises avec la faculté de médecine, mais il y a des moments clés dans le cheminement d'une étudiante, d'un étudiant en médecine qui sont immuables. Donc, l'examen des CARMS, par exemple, ça se passe fin avril, début mai, à une date précise, puis il n'est pas question qu'on modifie ça. L'examen du Collège Royal, même chose, c'est une date précise au mois de juin. Impossible de déplacer cette date-là. Puis, comme vous comprenez bien, ça tombe bien souvent en plein dans nos calendriers de compétition. Donc, ça amène des adaptations, des changements à nos façons de faire. Pour ce qui est de la charge de travail, ben, c'est simple. Hein? On y a été avec une réduction du volume puis de l'intensité d'entraînement. Puis, il y a eu des constats assez importants. Au niveau de la charge de travail, oui. Au niveau du stress que ça engendre, oui. Mais je peux vous donner un exemple. Là, dans un stage en psychiatrie qui est situé au 7e étage de l'hôpital, on s'est rendu compte que Maïté pouvait monter entre 55 et 60 étages par jour. Donc, c'est certain qu'il faut le factoriser dans la planification de l'entraînement. C'est une charge de travail supplémentaire qu'elle a à faire. Ça a été de faire comprendre que cette charge-là, même si ce n'est pas moi qui la prescrit, mais ça compte dans son volume d'entraînement. Donc, il faut qu'elle en tire profit, mais il ne faut pas qu'elle pense qu'il faut doubler le volume parce que elle a cette réalité-là de l'autre côté. Donc, c'est vraiment là, une communication qui est importante. Au niveau de l'horaire d'entraînement, mais ce qu'on a fait, la façon qu'on a trouvé, c'est qu'on a une décision importante à faire depuis 3 ans maintenant. J'ai plus de groupe d'entraînement, donc je m'occupe exclusivement de Maïté. C'était un enjeu important. C'était rendu presque impossible de concilier l'horaire de 13, 14, 15 athlètes avec celui de Maïté, avec le mien. Aussi, j'ai des enfants qui grandissent, qui font du sport. Donc, la décision qu'on a prise, c'était de laisser tomber le groupe d'entraînement. Évidemment, ça a été un deuil pour moi, ça a été un deuil pour Maïté au niveau social. Hein. Vous comprenez que l'aspect social est important, puis c'est pas en venant juste à la piste avec moi qu'elle va le retrouver.
mais quand même, ça fonctionne très bien. Au niveau des stages là, qui sont un peu disparates à gauche et à droite aux quatre coins de la province, ben, Maïté a développé l'autonomie, mais aussi la collaboration. L'an passé, Maïté a eu un stage d'1 mois à Québec, donc Félix a donné accès au PEPS, qu'on a grandement apprécié, puis a supervisé aussi là, des séances que Maïté faisait à distance, puis me faisait un compte rendu. À compter de demain matin, Maïté est en stage pour 2 semaines à l'hôpital Charlemagne à Longueuil, donc vous allez peut-être la voir là, au Centre Claude. Va s'entraîner pour 2 semaines à Montréal. Donc, on s'adapte comme on peut. Et au niveau du calendrier de compétition, l'enjeu principal, c'est de se retrouver à avoir peut-être 3-4 courses de moins là, que ces compétitrices quand vient le temps là, de réaliser des standards ou de faire des équipes. C'est certain que ça emmène une pression supplémentaire. Donc, elle a eu à apprendre à se faire confiance, puis à s'habituer de performer quand c'était le temps. Donc, un enjeu important à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est possible d'y arriver. Puis, une fois qu'on factorise tout ça, évidemment, là, ça serait de vous mentir, de vous dire que je crois que Maïté performe aussi bien en étudiant en médecine que si elle n'était pas étudiante. Là, ça serait vous mentir. C'est certain que ça a un impact là, sur ses performances. Par contre, je le redis, là, je suis extrêmement fier là, du travail qu'elle fait, autant sur la piste qu'à l'école. Je vais être probablement aussi fier la journée qu'elle va graduer que les performances qu'elle fait sur la piste. Donc, on est embarqué là-dedans, puis on va continuer là, jusqu'à la fin, même si ça peut avoir des impacts là, un peu plus négatifs au niveau de ses performances. Je vais vous parler un petit peu des Jeux olympiques. Évidemment, c'est l'objectif sur lequel on travaille présentement. En fait, on y travaille depuis 4 ans, ce qui est peut-être différent dans le cas de Maïté de beaucoup d'athlètes. C'est que ça n'a jamais été un rêve pour elle. C'est pas le type de petite fille qui, depuis qu'elle est jeune, regarde les Olympiques à la télé puis se dit un jour, je vais les faire. Là. Ça a jamais été, on n'a jamais parlé, en fait, avant 2016. Donc, on est passé de quelque chose qu'on regarde à la télé à un objectif concret. Il n'y a pas eu la transition de « wow, c'est un rêve »,« wow, ça pourrait se réaliser »,« wow, c'est devenu un objectif ». Donc, on est passé des 2 extrêmes. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2016, Maïté a réalisé son 2:03,50 à la fin de la saison. Les Jeux olympiques de Rio venaient juste de se passer. Donc, on a fait notre bilan de saison. On a regardé le standard à ce moment-là pour Rio était de 2:01,50. On l'a vu dans le tableau, dans le graphique tout à l'heure, Maïté avait une progression là, assez constante d'environ 3 secondes par année. Donc, on savait que ça allait s'aplatir, là, plus que sa carrière allait progresser, mais on se disait qu'on pensait que c'était réaliste que si on passait de 3 secondes à 1 demi-seconde par année, d'atteindre le standard. Donc, les Jeux de Tokyo là, sont venus dans le portrait. Tout de suite, on s'est assis avec la faculté de médecine en 2016. On leur a présenté ce qui serait un scénario idéal pour nous pour optimiser là, sa performance sur la piste versus son parcours scolaire. Belle ouverture de la faculté de médecine. Donc, on a eu des ententes, par exemple, là, le stage de chirurgie, on a demandé à ce qu'il soit placé à un moment que ça a peut-être moins d'impact là, sur ses performances. Donc, ces gros stages plus exigeants-là se passent habituellement à l'automne. On essaie de le placer là, dans la pause annuelle. Il y a aussi les ententes, quelques années où ça a été possible de le faire. Là, Maïté, pendant la saison d'été, donc le mois de juin, juillet, août, est complètement retiré du programme, donc prend une pause d'études pour lui permettre là, de participer à des compétitions en Europe ou ailleurs. Donc, la faculté de médecine a acquiescé aussi à ces demandes-là. Donc, on est en 2016, la faculté de médecine accepte. Par contre, on sait qu'il y a énormément de profondeur au Canada. Il y a une fille, entre autres, du nom de Melissa Bishop, que vous connaissez, qui est dans le décor, qui performe extrêmement bien. Fait qu'on sait que de viser le standard de 2:01,50, ça ne sera pas assez. Donc, ce qu'on se fixe comme objectif ultime, c'est d'atteindre le 1,59. Donc, on se dit, si tu fais 1,59 ou sur 2 flats là, en 2020, ben, on aura atteint notre objectif. Si ça te permet de participer au jeu, tant mieux. Sinon, tu fais une 59, là, on pourra considérer là, que tu as eu une très belle carrière, puis on sera fiers de ça. Donc, un petit peu là, comme Amélie le mentionnait, on a travaillé à l'inverse. Donc, tu es à 2,03,50. L'objectif, c'est une 59. Qu'est-ce qu'on se doit faire pendant les 4 années qui vont venir pour atteindre cet objectif-là?
Donc, suite à cette rencontre-là, on est emballé, en tout cas, je le suis. Elle me dit qu'elle est emballée aussi. On s'engage les deux pour 4 ans. Puis, on part là, vers cet objectif-là de 1,59. Grosse surprise, en mars 2019, l'IAF annonce un changement là, dans le processus de qualification pour les Jeux olympiques. Faites le calcul, on est à peu près à 16 mois des Jeux. Donc, il annonce qu'il va y avoir deux façons de se qualifier. Il va y avoir toujours un fameux standard, mais il va aussi avoir un classement mondial, un peu comme l'ATP ou la WTA au tennis, là, où il y a un système de classement de points en fonction de la valeur de ta performance, mais aussi de la compétition dans laquelle tu fais cette performance-là. Donc, on prend le temps de lire et d'essayer de se démêler là-dedans, là, puis voir de quoi ça retourne. Le nouveau standard arrive, 1,59,50. Donc, on est loin du fameux 2,01,50. Juste pour vous donner une idée de grandeur, l'an passé, il y a 8 filles dans le monde là, qui ont roulé plus vite qu'une 59,50. Oui, là, c'est une année un peu exceptionnelle, là, mais en moyenne, là, on est autour entre 15 et 18 athlètes là, qui vont atteindre là, ce niveau de performance-là dans le monde. Ils ont fixé un quota maintenant, donc pas plus que 48 athlètes. Celles qui auront réalisé le standard, puis la balance vont provenir là, du classement mondial. La façon de fonctionner de ce classement mondial-là, là, c'est la moyenne des 5 meilleurs pointages, non pas performance, mais les pointages, pendant une période de 12 mois qui vont mener aux Jeux olympiques. À l'époque, lorsqu'ils ont présenté là, ce fameux système de fonctionnement-là, ben, la date butoir, c'était le 1er juillet, sachant que les Jeux étaient 2 semaines plus tard. Puis de ces performances-là, là, il y en a 2 qui peuvent provenir de compétition à l'intérieur, puis il y en a qui peuvent provenir aussi de off-distance, par exemple, sur 600 ou sur 1000 mètres. L'enjeu là-dedans, c'est que le système, quand on le regarde comme il faut, là, on voit qu'il peut être considéré inéquitable, ou du moins, là, il y aurait des améliorations à y apporter. Puis je veux juste vous présenter là, à titre indicatif là, des enjeux qu'on a ciblés par rapport à ce fameux tableau-là. Puis ça, c'est pas juste moi qui ai découvert ça. L'ensemble des entraîneurs au niveau international là, questionnent beaucoup cette façon de faire-là. Donc, je vous donne un exemple ici, l'athlète que je nommerai pas, qui a participé le 4 février à un meeting en Europe. Le meeting est considéré catégorie C, donc il y a 10 catégories différentes allant des Jeux olympiques jusqu'à la catégorie F, qui est la moins importante. Donc, catégorie C est arrivé 5e à cette compétition-là avec un temps de 2,04,94. Ça lui a donné un score de performance de 1106 points, mais une bonification de 35 points parce qu'elle est arrivée 5e dans un meeting de catégorie C qu'on considérait assez fort. Donc, on arrive à un total de 141 points. À peu près au même moment, Maïté court à Boston, compétition en Amérique du Nord, donc peu reconnue, catégorie F, est arrivée 4e. Dans cette course-là, là, il y a 2 filles qui ont brisé le 2,01 et l'autre qui a fait le 2,01 très bas, mais elle arrive 4e en 2,01,33, qui est un excellent chrono en salle. Là. 1164 points de performance, 0 points au niveau de sa position. Puis on arrive à 1164 points, là, qui n'est pas très, très loin là, de la performance de pratiquement 4 secondes plus lente. Donc, ça donne une petite idée là, des écarts qu'il peut y avoir. Probablement, là, une des aberrations là, les plus révélatrices, c'est Delilah Mohamed, la coureuse de 400 haies. 28 juillet, court aux sélections américaines pour les championnats du monde. Donc, on considère que c'est un meeting de catégorie B. Donc, il y a 3 niveaux de performance plus élevés que ça. Les sélections américaines, là, entre vous et moi, on sait que c'est quand même assez relevé, mais aux yeux de l'IAF, ce n'est pas reconnu à cette valeur-là. Termine première avec le record du monde de l'époque, 52-20, donc 1262 points de performance, a 100 points de bonification, donc 1362 points. 2 semaines avant, elle avait pris part à un Diamond League, est arrivée 2e en arrière de Sydney McLaughlin, temps plutôt moche pour elle, 54-35. Donc, ça lui donne un score de 1193 points. Par contre, on est Diamond League, c'est une catégorie qui est assez élevée. On lui donne 170 points de bonification, malgré le fait qu'elle est arrivée 2e, pour arriver à 1363 points. Donc, on a exactement la même reconnaissance en points pour une performance qui est 2 secondes plus lent sur un 400S, qui est énorme. C'est un monde de différence. Puis des incohérences comme ça, je pourrais vous en sortir là, des dizaines. Là, les gens s'amusaient là, sur Twitter à trouver ce qui était le plus aberrant.
mais quand même, là, ça amène une certaine frustration. Donc, ce qu'on fait, le défi, c'est de dire, le système, il y a des imperfections, on ne le changera pas, on n'a pas le choix de jouer avec ce système-là. Focusons sur ce qu'on peut, puis essayons de contrôler là, les variables qu'on peut contrôler. Donc, un beau travail de fait avec Maïté. Maïté arrive à mettre ça derrière elle, puis on se dit, regarde, l'année 2020, ça va être la tienne, travaille fort, puis il arrivera ce qui arrivera. Donc, hiver complètement exceptionnel pour Maïté. On avait fixé 3 courses dans son calendrier de compétition, les 3 courses à Boston. Elle réalise 3 PB, elle améliore 3 fois son record du Québec pour culminer la saison en 2 flats 93. Une performance qui est exceptionnelle. 9e performance mondiale de l'année cet hiver. Mais au-delà du temps, c'est surtout de la façon dont elle l'a fait et devant qui elle l'a fait. Donc, je vous rappelle, Maïté, au début, était très, très nerveuse, très anxieuse avant les courses. Elle s'est présentée là, courait contre Melissa Bishop, qui est son idole de jeunesse, courait contre Sierra Brown, qui a un PB à 1,58,01. Donc, s'est présentée là, pas intimidée du tout, fait sa course, puis réussit à aller chercher là, la victoire fair and square. Ce n'est pas une course où des filles ont été boxées, puis ça a joué du coude. Là. Ça a été une course très honnête, puis Maïté arrive devant elle. Donc, en termes de boost de motivation, ça a été exceptionnel. Évidemment, Maïté a réussi à réaliser le standard pour les championnats du monde en salle. Le standard était de 2,03,93, donc c'était dans la poche. Meilleure performance canadienne, donc se positionne très bien pour être sélectionné pour cette équipe-là. Sa performance suffisamment bonne pour attirer l'attention de David Scott, un agent britannique du Stellar Group, donc signe avec ce groupe-là. Cet agent-là est aussi l'agent de Lindsay Sharp, qui a un PB de 57. Il y a un camp d'entraînement qui s'organise. Les filles s'en vont les deux ensemble 1 mois en Arizona. Toute s'aligne, là. Tout va bien. Belle saison. Donc, on est prêt à amorcer là, le dernier droit vers la sélection des Olympiques. Et arrive ce qui devait arriver, donc la COVID. Vous avez vécu sans doute la même chose avec vos athlètes. Donc, premièrement, annulation des championnats du monde en salle, ça se passait en Chine en plus. Donc, première gifle, si on veut. Quelques semaines plus tard, retrait de l'équipe canadienne aux Jeux. Là, m'a été toute paniquée de dire, bon, les Jeux vont avoir lieu, puis le Canada n'ira pas, donc je vais rater mon opportunité. Le camp est annulé, les Jeux sont reportés. Donc, puis là j'en parle. Ces stages, ça ne marche plus. Les ententes qu'on a avec la faculté de médecine, ça ne marche plus. Donc, comme Amélie le disait dans sa présentation, là, beaucoup d'enjeux au niveau psychologique. Puis, écoutez, Maïté a géré ça là, comme une pro. Donc, rapidement, on tourne la page par rapport à ça. On met l'emphase sur ce qui était positif là-dedans. Donc, on a pu focusser beaucoup plus là, sur la progression, travailler sur certaines faiblesses qu'elle avait, qu'on n'aurait jamais pu faire à un printemps normal parce qu'il faut compétitionner à ce moment-là. On a travaillé sur des surfaces, les centres sportifs étant fermés, sur des surfaces sur lesquelles on travaillait rarement. Ça a été bénéfique au niveau là, de sa récupération. Le fait de ne pas être tout le temps ça coche, autant au niveau de ses études que de l'athlétisme. Maïté a eu une pause mentale vraiment intéressante là, à cette période-là. Puis le point sur lequel je vais revenir très régulièrement, c'est que Maïté étant relativement jeune, elle avait 24 ans à ce moment-là, maintenant 25, là, une année de maturité physique, le psychologique de plus pour elle, c'est un énorme bénéfice. Donc, elle se rapproche de son pic, de son apogée de carrière. Le fait d'avoir une année de plus, là, c'était génial pour elle, contrairement à d'autres athlètes qui sont plutôt en fin de carrière, puis de se retrouver à se dire une autre année de plus de même, je ne sais pas si je vais endurer ça. Ce n'était pas le cas pour Maïté, là, c'était bénéfique. Donc, c'est le point sur lequel là, je vais insister davantage. Si je fais un bilan là, des 10 dernières années, c'est ce que je disais, là, ça m'a permis d'avoir un beau regard réflexif là, sur ce qui s'est passé les 10 dernières années. Si j'ai à cibler là, ce que je crois être des facteurs importants de la réussite, le premier point, là, c'est éviter les blessures. Donc, il y a évidemment une partie de chance là-dedans. Là. Puis, je touche du bois en vous disant ça. En 10 ans, Maïté n'a jamais raté 2 séances d'entraînement consécutives. Donc, n'a jamais eu de blessure majeure. On a l'immense chance d'avoir son papa qui a une clinique de physio. Donc, dès qu'on a un petit doute, c'est facile là, d'avoir quelqu'un qui vérifie tout ça.
Mais quand même, on a fait extrêmement attention. Puis moi, j'ai toujours prôné là, une longue progression constante plutôt que d'y aller avec vraiment un gros bloc d'entraînement qui peut mettre l'athlète un petit peu plus à risque. J'accorde énormément d'importance aux échauffements. Donc, c'est là que je regarde le non-verbal de mes athlètes. C'est encore plus facile depuis que je travaille juste avec Maïté. J'ai juste à la regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe? As-tu la petite tête basse? Es-tu maussade? Es-tu de bonne humeur? Touches-tu toujours au même endroit après chacune des accélérations? Donc, ça, c'est un signe. Je pense que là, on peut relever là, vraiment beaucoup d'informations. Au fil du temps, on a appris, autant elle que moi, à discerner là, le fameux « j'ai peur que ça fasse mal » à « j'ai peur de me faire mal ». Donc, il faut apprendre à être capable de cibler presque 100% du temps là, quand c'est le temps de donner un coup de pied dans le derrière de l'athlète et de dire « non, il te reste 3 répétitions, t'es fait, let's go, ça va faire mal, oui, mais tu te défends, c'est important que tu les fasses ». Puis le moment de dire « OK, non, on tire sa plug, tu ne fais pas les 2 dernières répétitions, le risque est trop élevé, on n'a pas de gain à aller chercher là, tu les fais tout simplement pas ». Puis, je pense que d'outiller, d'habiliter l'athlète à arriver à ce constat-là aussi, là, c'est important. Puis, comme je le disais, moi, ma philosophie a toujours été la même. J'ai toujours aimé mieux avoir des athlètes qui se présentent sur la ligne de départ à 90-95% de leur forme optimale, puis qui prennent le départ, que d'avoir pressé le citron. L'athlète se présente là en forme écœurante, là, puis c'est souvent ce qu'on entend. Là, les athlètes vont dire « Ah, je me suis blessé, c'est poche, j'étais dans le shape de ma vie ». C'est là qu'arrivent les blessures, là. Donc, de ne pas courir ce risque inutilement. Là. Également, la communication fréquente et surtout honnête. J'ai une relation vraiment privilégiée. Je me considère vraiment privilégié là, d'avoir pu assister au premier entraînement dans la vie d'une athlète puis d'être encore avec elle là, 10 ans plus tard. Donc, ça facilite bien des choses au niveau de la communication, évidemment. Mais dès le départ, je le disais, Maïté est une fille hyper curieuse. Donc, ça a tellement facilité là, la relation qu'on a su développer. On se parle pratiquement à tous les jours de tout et de rien. Là. Donc, elle va m'envoyer, puis ça, c'est un peu, j'allais dire grâce à elle, mais en dépit d'elle, une affaire sur Snapchat, puis la fois d'après, c'est Instagram, puis la minute d'après, c'est sur Messenger, puis on va se parler de tout et de rien, là, de recommandations de livres, de chansons, de comment ça va à l'école, de la situation qu'elle a vécue à l'hôpital, des problèmes qu'elle a avec son chum, de la séance d'entraînement. Donc, évidemment, ça facilite les choses quand vient le temps d'aborder des sujets plus délicats. C'est pas comme tout un nouvel événement de dire « Ah, ben là, est-ce que tu as un peu de temps? J'aimerais ça te parler. » Ça va se faire là, dans nos communications quotidiennes, puis ça a un impact, évidemment, sur sa performance. De toujours être honnête. Depuis le départ, j'ai jamais fait de fausses promesses à Maïté. Ça a toujours été les choses comme je les voyais. Ça faisait une bonne séance, ben, elle le savait. Ça faisait une mauvaise séance, elle le savait. Si c'est une bonne course, elle le sait. Si c'est une mauvaise course, elle le sait. Ce qui fait en sorte qu'au fil des années, si je lui dis qu'elle est prête pour faire quelque chose d'extraordinaire, ben, elle me croit à 100% parce que cette confiance-là, c'est bâti. Puis aussi au niveau, de son côté, je m'attends à la même chose. Là. C'est ce que je lui exige. Si j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose qui ne te plaît pas, je veux le savoir tout de suite. Là. Si je n'ai pas fait quelque chose que tu aurais aimé que je fasse, il faut que tu me le dises. C'est comme ça là, qu'on va évoluer. Puis entre autres, là, à chaque année, depuis le début de sa carrière, je lui demande de rechoisir son entraîneur. Donc, ça a été de même au départ. C'est encore vrai aujourd'hui. Quand on fait le bilan de saison, la première question que j'ai pose, c'est est-ce que tu veux qu'on travaille encore ensemble pour un an? Puis dans les dernières années, comme son niveau de performance augmentait, j'arrive avec des groupes d'entraînement que je pense qui seraient adéquats pour elle, qui seraient intéressants, qui pourraient favoriser sa progression. Donc, je vais lui faire des propositions. Regarde, il y a tel groupe en Californie, il y a telle fille qui est là, l'entraîneur semble avoir cette philosophie-là. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse des démarches avec ce groupe-là? Pour aller voir. Il y a tel groupe en Europe. Est-ce que tu voudrais qu'on essaie de faire des approches pour voir si ça serait bénéfique pour toi? Évidemment, peut-être que je niaiserais là, la journée qu'elle me dirait « Ah, ben finalement, oui, c'est une bonne idée, je vais m'en aller. » là, mais quand même, là, c'est un processus qu'on répète à chaque année. Je pense que ça fait partie de cette relation honnête-là qu'on a. Puis, l'enjeu important là, aussi que j'ai ciblé, c'est d'arriver à convaincre l'athlète de l'ampleur de son potentiel. Puis c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, là, Maïté va me parler de filles qui font les mêmes temps qu'elle ou même des temps un petit peu plus lents, comme de quoi que c'est des surhumaines. Là. Puis je suis obligé de la ramener un peu, puis de faire refléter. Ah oui, toi, tu roules combien sur un 800? Là? Puis faire réaliser qu'elle est de ce niveau-là. Là. Donc, de ne pas mettre les autres sur un pédestal, puis de se faire confiance, puis de réaliser là,
à quel point elle est bonne elle aussi, puis de lui rappeler régulièrement. Donc ça a eu un impact, là, je pense, assez important dans sa carrière. Le travail d'équipe, M. Mercier l'a mentionné tout à l'heure. Donc, je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est essentiel d'apprendre à voir ses faiblesses puis de s'entourer de personnes qui vont être complémentaires à nous. Donc, dès le début, on a eu la chance d'avoir un physiothérapeute. Donc, je n'ai jamais eu à me prétendre et à essayer d'inventer des diagnostics, là. Il y avait quelqu'un de professionnel qui s'occupait de ça. On a adressé un problème de gestion du stress tôt dans sa carrière, identifié un problème de gestion du stress tôt dans sa carrière. Donc, quand elle progressait, on a fait venir là, un intervenant en psychologie sportive qui est venu travailler cet enjeu-là. Jusqu'en 2016, mes connaissances en préparation physique jugeaient qu'il était peut-être adéquat pour continuer là, à ce que Maïté se développe. Rendu à ce niveau-là, il aurait fallu que j'investisse beaucoup de temps pour me former. Il y avait des gens qui étaient déjà compétents. Donc, on a intégré un préparateur physique. Ça m'a permis de me concentrer sur les choses que je contrôle, que je connais bien, puis de déléguer cette responsabilité-là à un préparateur physique. On travaille conjointement, donc ça va bien. S'il y a une chose que je ferais différemment, là, c'est au niveau de l'agent. J'ai toujours aimé là, faire ces négociations-là pour entrer dans des compétitions. C'était vraiment complexe, mais j'aimais le faire. Mais le peu de temps là, que Maïté a travaillé avec David Scott au moment où il y avait des compétitions, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Donc, si j'ai un regret, là, c'est celui-là, de faire affaire avec des professionnels à ce niveau-là. Maïté avait un calendrier de compétition établi là, pour l'été dernier là, qui était vraiment exceptionnel. Avait réussi à rentrer dans les Continental Tour Gold, qui se trouve avec la strat juste en dessous des Diamond League, qui auraient été des compétitions qui auraient pu lui rapporter énormément de points là, lorsqu'elle performait dans ce type de compétition-là. Donc, c'est un enjeu que j'aurais fait différemment. Puis, en dernier lieu, ça va peut-être vous paraître étrange, là, mais l'implication de ma famille est quand même un facteur de réussite assez important pour Maïté pour une multitude de raisons. D'une part, c'est peut-être égoïste de ma part, mais je vous dirais que d'avoir la chance d'exposer mes enfants à une athlète aussi sérieuse, aussi disciplinée que Maïté, ben c'est énorme là, comme chance. Puis, les enfants, ils rentrent bien parce que on va accompagner Maïté en compétition. La photo, ça a été pris aux Universiades. À leurs yeux, Maïté, c'est la 7e merveille du monde, qu'elle performe, qu'elle vive un échec. Donc, pour eux, c'est toujours la même personne. Donc, ça lui permet de relativiser autant les succès que les échecs. Également, il y a le sentiment de culpabilité. Vous le savez, encadrer les athlètes, ça demande énormément de temps. Encadrer une athlète à ce niveau-là, ça en demande encore un petit peu plus. Mais comme ma famille est impliquée dans le processus, c'est vraiment un projet qu'on travaille là, tout le monde ensemble. Je reviens des entraînements le soir, on va en parler au souper, les enfants vont me demander comment ça a été, ma blonde va me demander comment l'entraînement s'est déroulé. Donc, il n'y a pas cette culpabilité-là de m'absenter là, à l'occasion. Puis je vous dirais même là, que ma blonde est un atout important. Il y a des sujets pour lesquels j'ai un petit peu moins de patience. Là. Ces fameuses peines d'amour puis sa gestion de chum. Là. Je suis peut-être un peu moins compréhensif. Donc, Maïta a vite compris que c'était parfois préférable de gérer ça avec ma blonde. Donc, on va faire temporiser un peu là, la situation là, en parlant avec elle plutôt qu'avec moi. Donc, c'est quand même là, un atout important pour moi puis un atout important là, pour Maïté, là, cette belle collaboration. Fait que c'est comme un peu là, la grande sœur là, ou le 3e enfant de la famille dans son cas. En terminant, là, si je fais une synthèse de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce que je trouve le plus important, là, c'est de ne jamais juger trop rapidement du potentiel ou pire, là, de l'absence de potentiel d'un athlète. Si quelqu'un m'avait demandé de prendre une décision, j'invente un scénario fictif, là, le club m'aurait dit, penses-tu que ça va être une athlète de haut niveau après 1 an et demi, 2 ans? Puis si ce n'est pas le cas, on va la sortir. Ben, c'est bien plate, là, mais ça se serait terminé là parce qu'il n'y avait rien qui laissait présager ça. Donc, soyez patients. Donnez la chance aux athlètes de se développer. S'il y en a que ça va être rapide, il y en a que ça va être très long. Ça a été le cas pour Maïté. Son entraînabilité était de beaucoup supérieure à ce que j'avais anticipé au départ. Donc, donnez-vous le temps. Là. Également, il est possible de performer à un haut niveau, même si les conditions ne sont pas optimales. Je vous le disais tantôt, c'est sûr qu'en étudiant en médecine, ça
complexifie ou ça rend la route plus sinueuse vers nos objectifs, mais c'est possible de le faire. Il faut se donner les conditions, il faut faire des compromis, il faut faire des concessions, mais je pense que c'est possible d'y arriver. Bénéficier de l'expérience des autres et appliquez-la à votre situation. Donc, on a la chance maintenant d'être à un clic, d'être connecté avec des gens partout dans le monde. Encore une fois, je vais faire référence à M. Mercier tantôt qui disait qu'il y a des gens en kayak de rivière qui l'ont approché, même si il n'y avait pas d'expertise au niveau du kayak de rivière. Mais on a des gens qui ont des connaissances exceptionnelles qui peuvent vous donner, vous éviter de perdre du temps. Puis d'orienter vos façons de voir les choses. Donc, bénéficiez de ces gens-là. N'hésitez pas à aller cogner à des portes. Les gens là, sont enclins de partager leurs connaissances, leur savoir, de partager leur temps. Ça leur fait plaisir. Donc, c'est ce que je vous dirais. Puis, en dernier lieu, là, on a vraiment tout ce qu'il faut au Québec pour développer des athlètes de haut niveau. Oui, il y en a qui vont choisir la route NCAA. Il y a des athlètes qui vont aller dans l'Ouest, par exemple, parce que la température est plus adéquate. Puis je ne juge pas ça. C'est des décisions qui sont très justifiées, très justifiables aussi. Mais si l'athlète fait le choix de demeurer ici, fait le choix de rester avec vous, bien, ayez confiance en vos moyens, ayez confiance en nos installations, ayez confiance en nos structures. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Donc, je vous encourage à le faire. C'est vraiment un trip extraordinaire. Puis, on a, comme je le disais, vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Merci évidemment à la Fédé de m'avoir donné cette opportunité-là. Comme je l'ai dit, j'ai revécu un peu la carrière de Maïté, puis ça a été vraiment stimulant pour moi de le faire. Puis, merci à vous pour votre écoute. Donc, merci beaucoup à Simon. Là, c'était très, très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience et ton expertise en lien avec l'encadrement de Maïté. Puis félicitations aussi pour son beau parcours et les résultats que vous obtenez. On souhaite là, que tout se passe bien dans les prochains mois et qu'elle soit en mesure de se qualifier aux Jeux olympiques. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc je vais céder la parole à Samuel Marion, tel que prévu, qui pourra peut-être poser quelques questions à Simon, puis vous pouvez le faire aussi les entraîneurs présents dans le chat. Puis Samuel va gérer les questions-réponses, puis je demeure présent si vous avez besoin. Super. Désolé, petit souci technique, mais premièrement, merci beaucoup Simon pour la présentation. C'était super intéressant. S'il y a des questions dans le chat, je vais prendre les questions. Il y a Jean-Marc qui vient d'écrire une question, donc je vais commencer par ces questions-là. Moi, j'en ai une banque à te poser aussi, Simon, mais je les garderai si jamais on a du temps. Excuse-moi, en fait, c'était Alex Bussière. Donc, au niveau de la philosophie d'entraînement, il demande est-ce que tu vises plutôt de s'entraîner sur le pace ou over pace? Donc, il dit par exemple un athlète qui veut faire 2 flats aux 800 mètres. Donc, est-ce que tu fais des répétitions en 29,8, 30 ou faire des répétitions en 28 pour qu'il soit plus à l'aise sur le pace un coup que tu tombes sur du pace de compétition? En fait, Alexandre, comme je te le disais, au début de la carrière, on travaillait beaucoup sur des rythmes de course. Donc là, on essayait d'y aller sur le pace pour essayer d'intégrer